Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Okay. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Public SaaS Builders. Parce que maintenant on a un nom et il faut avouer que cet épisode 2, c'est la deuxième fois qu'on fait cet épisode 2 puisque hier, en étant transparent, on n'a pas du tout réussi à le faire. Ouais, on a essayé. On a essayé, mais au bout de 2 minutes, c'était fou rire sur fou rire, donc on a galéré. On retente aujourd'hui, on est un peu fatigué, mais ça devrait le faire, Guillaume. Ce coup-ci, on est bon. Ah, ça va aller. Ok, trop cool. Donc, en résumé, l'épisode dernier, pour ceux qui n'avaient pas suivi, et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont écouté le premier épisode, on parlait de la naissance de Fig, des premières erreurs, du momentum de lancement qui n'était pas optimal, la croissance plutôt exponentielle sur la fin d'année 2023, et de cette décision du coup de se dire, alors beaucoup se diraient putain mais ils sont cons ceux-là, ils trouvent un market fit, ça avance, c'est cool, et là ils se posent d'autres questions. Ouais, mais parce qu'en fait vendre son temps c'est galère, parce que si on veut faire plus de chiffres ça veut dire qu'il faut vendre plus de temps, donc plus de recrutement. C'est pour ça qu'on a donc décidé de faire un premier off-site qu'on teasait dans le dernier épisode pour commencer à bâtir nos propres software as a service, nos propres SaaS, et essayer du coup de dérisquer un peu le service et de faire aussi nos propres SaaS. L'idée de cet épisode, c'est de vous raconter ce off-site, puisque en gros, on a shippé un SaaS en 1 semaine, pour être exact, dans 4 jours top chrono, et vous raconter ensuite comment a évolué ce SaaS entre la fin novembre et la fin janvier, date aujourd'hui du 2e off-site et de la suite de nos aventures pour le Product Studio Fig. Donc Guillaume, je te propose que tu nous racontes un peu ton off-site en quelques mots. Comment ça s'est passé, ton expérience de faire un SaaS aussi rapidement? Ouais, écoute, c'était... Je sais que c'était un peu dans le jus. Dans mes souvenirs, on était en plein rush du service comme d'hab. Et c'est vrai que déjà, c'était une première expérience de pouvoir couper une semaine. Ouais, déléguer 100%. C'est ça, on s'est dit, on coupe tout, on regarde pas les mails, on regarde pas Slack, etc. Et donc déjà, c'était un petit... À vous de regarder tes mails. Franchement, j'ai pas regardé, peut-être une fois ou deux. Mais justement, c'était un bon test et ça m'avait marqué à ce niveau-là. Et c'est venu super vite. Moi, j'ai pas eu le temps d'appréhender la semaine. Je savais même pas où on allait, pour te dire. J'ai regardé la carte où c'était Cavalière, là, peut-être la veille, tu vois. Le jour même. Tu sais que. Non, c'était même sur place au bout du 3e jour. J'ai regardé où on était sur la carte. On est près de Saint-Tropez. Ouais, c'est vrai qu'on savait pas. Ça, on savait pas. On savait que c'est dans le sud, mais où? Le sud de la pas France, vraiment. Mais le reste, on savait pas. Oui, parce qu'on avait tout booké les billets avec Ocarito, une spin-off de Swile, qui gère tous les déplacements professionnels. D'ailleurs, gros big up à eux, le produit est hyper cool. Du coup, on avait booké pour toute la team les billets, donc c'était un peu genre, tiens ton billet et vas-y quoi. 2 jours avant, à cause des grèves, ça a été annulé. Putain, du coup, le dimanche matin en stress, on a dû reprendre des billets sur le. C'est vrai que le samedi, on reçoit une notif, déplacement annulé, machin, putain la galère. Du coup, vous arrivez là, et du coup, la suite, une fois que t'as compris où on était. Ouais, une fois que j'ai réalisé. Après 35 heures de voyage, ouais. Après 48 heures. Non, mais franchement, c'était incroyable. On était tous dans un mindset, ça nous a fait vraiment un grand bien, bol d'air frais, de se retrouver pour bosser sur du produit. Sur notre produit en plus. Pour la première fois, il y a eu un espèce d'élan créatif que j'avais peur d'avoir perdu au fur et à mesure des années parce que ça faisait tellement longtemps qu'on était enfermés dans le service. Bon, après, t'es pas bien vieux, Guillaume. T'as quel âge pour... Mais toi, après, avec 2 ans, la tête dans le guidon, c'est vrai que tu te dis, putain, mais est-ce que je suis encore capable d'avoir le cerveau qui tourne à fond en créatif et au final, ça s'est redémarré, c'est venu assez naturellement, comme le vélo, ça s'oublie. Et puis aussi, on avait, je trouvais qu'on a un bon mindset assez healthy parce que du coup, dans la team, je pense que ça nous tient un peu à cœur. Dû à nos expériences passées et on avait un bon rythme,
Ouais, de pas faire n'importe quoi en mode travailler 24/24 et être cramé. Alors on reviendra pour le Offside 2, comment on a mal démarré également. Effectivement. D'où l'échec du premier épisode 2. C'est ça. Ouais. Mais effectivement, on avait une routine, se lever un petit peu tôt, faire une demi-heure de sport, on avait tout fait nos menus, livraison de courses, on essayait de pas se coucher après minuit 1h. Pro tips pour les team building, ChatGPT, nombre de personnes, ce qu'ils aiment pas, menu, les courses, il manque que l'API avec Carrefour Drive. C'est ça. Ouais, peut-être le prochain. Ouais. Ok, trop cool Guillaume. Toi Ludo, du coup, ce premier Offside, ce premier SaaS, après on rentrera dans le détail de ce qu'on a shippé, comment et tout, mais globalement, parce que c'est vrai que j'imagine qu'il y a pas mal de gens, on fait trop genre, il y a personne qui nous écoute, mais parmi peut-être ceux qui nous écoutent, qui se disent putain, mon rêve, ça serait d'avoir un peu de temps libre et shipper mon SaaS. Bah là, on l'a fait, on s'est créé ce moment libre et... Ouais, je pense que le cadre a aidé. Pour nous, le cadre a aidé. C'était qu'on était tous les 4 et c'était un bon cadre. C'était pas sur un bed pendant 4 jours, quoi. C'était une belle maison. On pouvait profiter, on pouvait aller dehors. Le sport a aidé. Et du coup, tu te coupes par rapport au service des semaines d'avant. Tu te coupes et c'est juste tu focuses sur un point. On peut être à 4, on peut échanger facilement. T'as le design. Tu sais, on parlait tous ensemble, on a un problème, on le réglait, et ensuite on pouvait juste avancer. Et du coup, niveau code, on était focus, on savait ce qu'on devait faire, et on s'est rendu compte qu'on arrivait à dérouler, comme à l'époque. Comme à l'époque. Non, parce que, il faut savoir qu'ils ont tout le monde a une trentaine d'années ici, voire moins. Ouais, c'est ça. Donc à l'époque, tranquille quoi. Ouais, c'était à 5 ans. Il y a quelques temps. Quand on ship, le temps passe vite. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'on a perdu les plusieurs mois de service. Ça paraît super long. Et on avait l'impression de perdre justement ce côté-là où on pouvait être créatif pendant une semaine, focus. Et là, on s'est rendu compte que, ok, on est capable, on peut le faire. Et toi, Oumoun, du coup En fait, le truc le plus stressant, parce qu'il y a quand même un point qui est ultra stressant avec ce qu'on a fait là, c'est que tu te dis, ok, pour pouvoir réussir à faire ça, il faut quand même du cash. Tu peux pas t'amuser à partir... je sais pas où, n'importe où dans la France ou dans un autre pays, en te disant ok, écoute, on va prendre une team, etc. On va partir à 4 parce que tu as quand même besoin de cash, c'est-à-dire que tu as quand même besoin d'un salaire en fin de mois, tu as quand même besoin d'avoir, on va dire, un side project ou un side business qui tourne. Nous, c'est le service, c'est-à-dire que nous, on était encore en train de travailler avec des clients, on avait des réunions, on avait des daily qui continuaient, c'est-à-dire que tu peux pas t'arrêter, en plus de ça, arrêter le service et te dire ok, on arrête tout pendant 2 mois, on va aller travailler tranquille dans le sud de la France et on va bosser des SaaS. Ça marche pas comme ça. Donc du coup, en fait, c'était en même temps hyper satisfaisant, mais en même temps hyper stressant parce que tu te dis et t'espères au fond de toi que tout déroule, que les clients ont ce qu'ils veulent, parce que derrière on avait notre team et heureusement on était beaucoup à ce moment-là qui sont là pour dérouler, qui sont en train de shipper, ils travaillent sur les projets, ils font les daily, ils font les calls avec les clients, etc. Et donc en fait, t'as quand même tu te prends un petit feedback et tu te dis, bon, ok, ça a l'air de tourner, on va se focus du coup 100% dans la semaine, on décroche plus le téléphone, il n'y avait aucun mail. Aucun mail, aucun call. À la fin de la semaine, moi j'avais une boîte énorme. Non mais attends, on reviendra là-dessus. Mais la semaine après, le lundi d'après. Le lundi c'était catastrophique, c'est horrible, mais je veux dire, au moment, l'instant T, pendant toute la semaine, pas de phone, pas de call. Mais en fait, t'es dans le jus, ça aide aussi. C'est parce que t'es tellement dans le process que tu penses pas à regarder tes mails, t'as même pas envie, tu penses pas. Au début, au début, on se disait ouais, mais c'est que ça va tourner, il y aura des problèmes, machin. Mais en fait, dès que tu commences, t'es tellement dans le jus que tu réfléchis plus. Bien sûr, c'est ce que je disais aussi dans le précédent épisode, c'est que du fait qu'on ait délégué à quasiment 100% le service, du coup, on n'avait même plus la question de se poser est-ce que ça tourne, est-ce que ça tourne pas. Donc pour moi, c'est ça en gros. C'est la tranquillité de plus se poser de questions si le business continue derrière, si le service continue et est-ce qu'on peut se focus à 100%. Et en fait, c'était ça qui était magique, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on avait recruté en amont pour être sûr. Après, il faut savoir que le service n'est jamais délégué à 100%. Non, clairement. Il y a toujours des surprises, c'est de l'humain, à la fois côté client, à la fois côté talent de notre côté. Donc il y a forcément des surprises. Il n'y en a pas eu de majeur cette semaine-là. Ouais, c'est ça. On a pu se mettre dans notre bulle et avancer. C'est ça. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on part en off-site du lundi, fin de matinée, début d'après-midi, au vendredi midi, du 20 au 24 novembre, pour être exact. C'est important d'être précis ici. On attaque un premier SaaS. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'attaquer un SaaS. On va commencer par la pire, c'est-à-dire chercher la bonne idée. Et se dire, putain, personne n'y a pensé, je suis un génie. Donc là, 2 problèmes. Une idée, on s'en fout. Et si personne n'y a pensé parmi 7 milliards d'êtres humains, c'est que globalement, cette idée, en plus, c'est de la merde. C'est ça. Donc,
conseil, d'abord on cherche un problème. Ensuite, il y a plusieurs façons. On peut chercher un problème parmi une nouvelle opportunité marché, par exemple l'intelligence artificielle. On peut chercher une opportunité de problème chez un client, ce qui peut être l'opportunité chez nous, parce qu'on a pas mal de clients. On peut chercher un problème parmi nous, notre propre réseau personnel, voilà, etc. On peut chercher un problème parmi un persona, c'est-à-dire, bah voilà, moi j'ai beaucoup d'amis chirurgiens, ils ont tous le même problème, j'y vais. Ou j'ai beaucoup d'agences dans mon entourage, je m'adresse à eux. Donc là, on itère, on brute force le même persona et on lui fait des propositions de valeur différentes. Nous, comme on a fait, on est parti de notre propre problème. C'est un petit peu le plan simple, on va dire. Mais on s'est dit, bah au moins, je pense que c'était peut-être aussi pour se rassurer, on connaît bien le problème, et 2, même si ça plante et que tout le monde s'en fout, bah nous, ça va nous aider. Ouais, c'était pour se rassurer. Ouais, je pense Forcément. que ça nous a bien rassurés, ouais. Et même ça nous permet aussi aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore de market fit, on en reparlera plus tard, mais de garder la motive, la niaque de continuer à bosser le tool, parce que nous, ça nous sert au quotidien aujourd'hui. Ouais. On attaque ce sujet. Ouais, j'ai un putain de stylo qui fait des lumières. Ouais, j'ai galéré. Donc on attaque ce premier sujet qui est faciliter la relation entre une agence tech et son client. Ouais. Donc pour faire très simple, aider nos clients à savoir où on en est dans le développement de leurs produits et limiter les échanges mails, où t'en es où, on se fait un call de démo, etc. Et donc créer finalement, pour tout à chacun, sans rentrer dans le détail, après chacun parlera un petit peu de sa partie sur quoi on a bossé cette semaine-là, mais de se dire, on crée une interface qui traduit finalement ce qui se passe dans les outils de gestion de projet un peu complexes comme Linear, Jira, Basecamp et autres, en une vue business. C'est-à-dire, je partage une URL à mon client, il va sur cette URL et il a toutes les infos de ce qui se passe dans son projet, comment ça se développe, il peut faire ses demandes, il peut chatter avec nous et demain, il pourra gérer la facturation, etc. On arrive, on avait à peu près ça en tête. Moi, j'avais fait une quinzaine de calls de user research en amont avec des gens qui utilisaient Linear parce qu'on a commencé par s'interfacer avec Linear, qui est un outil de product management assez connu sur lequel on s'est dit que nous, on l'utilise, donc on s'est dit que c'était optimal de commencer par là. Donc on avait quelques billes, ça c'est un bon conseil de faire une user research aussi avant de vous lancer, c'est-à-dire d'appeler des gens qui pourraient être susceptibles de vouloir votre service pour comprendre. Avoir un feedback. Ouais, avoir du feedback, Bien comprendre leurs problèmes, les verbatims, ce genre de choses. Donc on avait 2-3 billes, notre problème. Et puis là on se met autour de la table dehors et puis on commence un petit peu à brainstormer parce que là vous en savez quasiment autant que nous. Vous ouais, qui c'est nous carrément écoutez, ça. C'est qu'on est venu, on s'est posé vite les affaires et tout. On est juste dehors sur la terrasse et t'as commencé à nous dire ok, ben récap du projet machin. Et c'est là que vous avez travaillé un peu plus que nous sur le projet, vous en savez plus. Et c'est là qu'en fait, quoi, avec Guillaume, on a commencé à apprendre un peu le dur quoi, du projet. Ouais, non, c'est intéressant parce que du coup, tu arrives jour 1, tu t'installes tes valises. Donc nous, on avait déjà des idées du projet, mais vraiment, et encore, hein, on va dire, une idée, c'est littéralement ce que tu viens d'expliquer là, comme ça pour ceux qui nous écoutent et qui comprennent un peu où on en était. Mis à part ça et une petite inspiration design où on s'est dit, allez, on va peut-être commencer à chercher ce qui se fait, un peu une étude concurrentielle, voir ce qui se fait un peu sur le marché. Il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment blank, vraiment page blanche, quoi. Mais il y avait des compétiteurs sur lesquels on s'est aussi inspiré et tout, donc ça c'était un signal intéressant pour nous. Clairement. Donc on se met dehors et on commence à brainstormer. Donc là, Guillaume nous dit ça peut être cool de le faire en one page. Tu te rappelles, puisque nous on était partis sur une autre version, toi tu t'es dit bah ouais, au lieu de faire une interface compliquée, c'est une URL avec tout. En descendant, on retrouve toutes les infos. Ouais, c'est ça, parce que nous on avait globalement un peu la compétition en vue, ce qui était finalement une copie conforme d'un Kanban, et on trouvait que nous le pain qu'on voulait résoudre de base, l'idée de base c'était juste nous, nos clients ils veulent voir le suivi, on a du mal à les inviter sur un board assez tech de Kanban, etc. Eux ils veulent juste voir leurs demandes quand ils vont être livrés, parce que c'est trop compliqué. Bien sûr. Et on a ce problème aussi des demandes, finalement la communication aussi qui se multiplie sur des WhatsApp, des Slack, etc. par téléphone, par mail, et on voulait aussi regrouper ça là. Et quand on a commencé à brainstormer, c'est vrai qu'il y avait. On était un peu parti dans ce biais-là de vouloir refaire un peu un truc plus ou moins tech, et en le réagençant différemment, on a pensé à le faire vraiment en vue landing page. Finalement, comme des gens qui sont pas forcément dans la tech, pas dans les projets. Ouais, qui ont plus l'habitude finalement d'une landing page qu'une interface outil gestion de projet. Et tout d'un coup, je pense que c'était un peu le début où la créativité commence à sortir. C'est ça. Il faut frotter la tête de Guillaume pour les bonnes idées. Non, mais après, on a commencé à bien itérer.
Je sais pas, je me souviens plus trop de ce jour-là, je vous avoue, mais. Après, il y avait aussi des idées où on allait trop loin et du coup, il fallait aussi recadrer. C'est-à-dire qu'on disait, ouais, mais après, on peut faire ça, après, on peut le vendre à ci, après, on peut faire ça. Ouais. Et c'est aussi un travail de recadrage pour savoir, en fait, l'objectif de lundi, du premier jour, c'était juste de savoir qu'est-ce qu'on fait cette semaine, où on va, où on s'arrête. C'est l'un des meilleurs conseils, je pense. Ouais, Vraiment, bah, s'il faut bien retenir un point, c'est celui-là, c'est itérer au maximum, brainstormer votre idée comme nous on l'a fait à 4, Ouais. parce qu'à 4 ça fuse. Hein. Ouais. Il y a Guillaume, il a une idée, toi tu as une idée, François il me dit attends mais on peut peut-être ajouter ça, etc. Donc faire le tri, je pense que c'est hyper important. Et encore, on le savait. Et on l'a quand même fait. Ouais, on a une scorecard où on a des points d'attention, justement. Dans l'idéal, ça, c'est une seule feature pour un seul use case et tout. Exactement. Un seul persona, bah, ça va pas manquer. Vendredi, la landing page, elle s'adresse à 3 personas. Ouais. Il y a plein de features. Ouais. On met même des coming soon et tout pour teaser d'autres features. Donc voilà, même en le sachant, on a fait l'erreur, peut-être moins que si on n'avait pas un peu d'expérience et tout, mais on a quand même fait cette erreur. La semaine se lance, donc le lundi on cadre un peu le truc, et là moi je trouve il se passe un truc assez fou. On rentre chacun dans nos rails. Ouais. Ludo, direct. toi t'attaques le bac, parce que quand on dit shipper un SaaS, là on est en code, on tease un des épisodes à venir, mais on a shippé un autre tool en 3 jours en no code. Mais là, du coup, c'est un 4 jours et demi, 5, full dev. Donc, mise en place des routes, mise en place du front, landing page, fonctionnement, gestion des erreurs, des mots de passe, design, domaine, branding. C'est vraiment un service fait en 4 jours. Donc, Et à 4. Et à 4. Et à plugué sur un API et tout. Donc, bon, ça va les gars, on se jette des fleurs là. Non, mais c'est intéressant parce que là, tu vas rentrer dans un point qui est hyper important, c'est il y a tellement de parties parce que c'est pas un projet no-code, c'est vraiment un projet. Là, quand tu parles de connexion, tu vas aller sur du linéaire, etc. Ouais. Tu veux te plug à d'autres outils. Tu es obligé de faire du code en dur. Et si tu n'as pas une compétence pour chaque personne qui est attitrée, une personne qui est spé en front, mais une machine de guerre en front, l'autre qui est spécialisée en back, l'autre en design. Et en fait, si tu n'as pas tous ces piliers-là, ça ne pourra jamais fonctionner, surtout en 4 jours. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que nous on oublie, mais derrière on a quand même un gros bagage. Ça fait 5 à 10 ans qu'on bosse dans l'industrie. Donc en plus on est complémentaires sur le design, le back, le front, le business, etc. Donc il n'y a pas tout le monde, on débarque pas comme ça, on fait un SaaS une semaine. Oui. Effectivement, disclaimer, Oui. on avait un peu d'expérience là-dessus, mais voilà, je trouve ça incroyable. On se met sur nos rails. Ça, Ludo, toi, tu commences le quoi bac. faire. Mais comment tu commences un bac sachant qu'on ne sait pas trop Bah, on savait. Par exemple, on était en train de bosser sur la maquette et on savait qu'il y avait des connexions utilisateurs. Ouais. On savait l'API qu'on allait utiliser. Du coup, c'est l'API linéaire qu'on a utilisé en premier. Bah, je savais qu'il fallait que je regarde dans l'API qu'est-ce qui était possible, s'il y avait des rate limits, des limitations, etc. Parce que toi, tu as commencé, on n'avait pas encore la maquette. Hein. Ouais. On a bossé avec Oumoud Pendant sur la que vous maquette, bossiez sur la maquette. C'est ce que j'allais plus dire. tard. Ouais. Toi, tu as commencé à T'avais rien créer encore. des routes et un back-end. Ouais. Il y avait les projets Tu savais GitHub pas à quoi le produit créer. allait ressembler. C'est ça. En fait, de mon côté, il y a plein de choses que je pouvais créer à l'avance. Ouais. Et déjà me renseigner sur lequel API, comment elle marchait, qu'est-ce qu'il faut. Après, j'ai pas commencé à coder à proprement parler. C'était plutôt la mise en place, architecture, l'infra, ouais. mise en place des dépôts GitHub, des technos et renseignements sur l'API. Et ensuite, on a commencé à brainstorm. Guillaume, toi aussi, tu avais un peu commencé à mettre en place des choses. Et après, on a commencé à regarder aussi, ok, on commence par quoi, quelle partie en premier, etc. Donc là, on est jour 2, si jamais pour rappel. Ouais. Premier soir et Ouais, début. premier soir et jour 2. C'est ça, moi je me souviens que pendant que Ludo faisait l'exploration, j'étais aussi un petit peu avec vous sur plutôt la vidéation. On validait quand même des hypothèses, maquettes, des etc. Globalement, moi j'attendais vraiment la maquette avant de me lancer. Ça, c'est un petit tips pour ceux qui font du produit en code. Pour la partie front, il vaut mieux avoir une maquette et la valider avec votre designer avant de commencer de se lancer dans le dev, parce qu'après il y a des changements, etc. Donc ça sert à rien de perdre du temps à faire du code, remanier, on fait des allers-retours pour rien, donc on perd du temps. Donc c'est pour ça que là, le premier jour, j'ai uniquement passé avec Oumoud finalement et François à vraiment valider sur maquette le produit. Et ça, c'est aussi un petit tips qu'on a. Donc, on bosse sur Figma, sur le prototyping. On utilise, Oumoud, tu pourras en parler rapidement, mais on optimise et on utilise tout ce qui peut être utile pour vous ensuite, pour aller très vite. Oumoud, je te laisse en parler un peu rapidement. Bien t'es sûr. l'expert. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue. Là, on est en train de faire un SaaS, on a 4 jours. La première chose que je me dis, un peu dans la même logique que Ludo ou même que Guillaume, il faut que tu économises ton temps. Tu peux pas t'amuser à créer tout ce que tu veux comme ça, tu peux pas t'amuser en 4 jours à vouloir faire des animations de dingue, etc. Donc un conseil aussi pour les designers, c'est faites de l'économie, récupérez, créez des composants très simples,
mais qui sont quand même très efficaces et surtout en termes du X qui sont hyper optimisés. Vraiment, faut que du coup les libs. Et c'est ça. Et donc du coup, c'est le pont qui est parfait, c'est que je sais très bien les technos qu'ils utilisent en dev. Ouais. Je connais leur stack. Donc du coup, moi, je vais aussi m'adapter. C'est-à-dire que je vais dire, ok, ils utilisent tel techno. On va pas rentrer dans le deep du sujet, mais je vais du coup m'aligner avec ma librairie graphique qui utilise les mêmes composants. Ouais. Donc en fait, le fait de faire ça, j'ai divisé le timing par 2, quoi, quasiment. Ouais, et à la fois de ton côté phénoménal. et à la fois côté du coup tech. Ouais. C'est ça. Un bouton, ça reste un bouton. Une nav, c'est pareil. La leaf-league, C'est ça. qu'on a en interne, c'est un piston Fahrenheit aussi. Ouais, déjà de base, on sait que la maquette qu'on aura, on sait qu'on va pas devoir coder des trucs de ouf. Mis à part peut-être un truc ou deux en plus qui sera le Ouais, plus, exact. entre Et même guillemets. ça, on en parle parce que faut le dire aussi, tous les soirs on a des démos. Du coup, chaque personne présente un peu ce qu'elle a fait dans la journée, etc. Mais je pense qu'on pourra y revenir juste après. Ouais. Mais par exemple, pendant la démo design, nous aussi on donne notre input. Genre, je crois que je t'avais fait un drag and Bien drop, sûr. un formulaire drag and drop pour Ah les ouais. issues. Et là, on a dit, écoute, pour 4 jours, tu sais quoi, pour l'instant, on fait juste un sélecteur ou quelque chose ou Exactement. un bouton. Ouais. Et drag and drop, on pourra l'ajouter après si ça marche. Ouais. D'où encore une fois, hyper important de se faire checker, peu importe les parties, je pense, que ça soit le front, le back. Même le back. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Peu importe en fait. Même toi, François, t'avais un scope un peu chef d'orchestre, un peu en arrière-plan, mais du fait que tu savais parfaitement là où il fallait qu'on tape, le public, etc., les fonctionnalités, même en n'ayant pas de compétences dans le design ou dans le back ou dans le front, tu voyais parfaitement où on en était, quoi. Ça, c'est un point que j'ai trouvé vraiment bien, c'était que chacun était dans ses rails, mais on savait tous où on allait se rejoindre. Du coup, la maquette avance d'une part. À chaque fois qu'on crée des blocs on va dire de l'admin ou de la front page ou etc. Vous ensuite vous pouvez prendre le lead et mettre ça et rendre ça réel. En parallèle, du coup, on fait le branding. Pas plus de 5 minutes, je pense. On a acheté stylesync.io, on s'est dit allez c'est bien. Synchronisation à faire, pourquoi pas. Le logo en 7 minutes 30. GPT pour le nom. Ouais, Et exactement. je crois pour le logo aussi. Ouais, le logo aussi. Le logo et le nom. D'ailleurs, je vous propose que dans l'épisode 3, on invite GPT. Ouais. Il donnera son avis sur. L'animateur du podcast. Voilà. Mais c'est magique, mais pourquoi tu n'utilises pas ça? T'as 4 jours, bien sûr qu'on va utiliser des outils d'IA qui vont nous faire gagner du temps. Et surtout qu'il faut démystifier ce truc. C'est pas grave si ton nom il est pourri au début. Et tu auras toujours l'occasion, si t'as ton market fit, de le rebrander. Donc, juste commence avec un truc un peu pré-OK et on déroule. Donc, charte graphique, ça c'est bon. Branding, c'est bon. On achète le nom de domaine, c'est OK. Hop, on met en place les routes là-dessus. Toi, Guy, tu commences à rajouter la partie front. Le truc commence à marcher. Moi, je commence la partie distribution. Donc, par exemple, je scrape le Slack de Linear, les 10 000 membres. Ensuite, je cherche leur adresse mail. Je leur enrichis avec ChatGPT. Donc, ça nous donne déjà une base d'outreach et on y reviendra après sur les KPI pour la suite. Et en parallèle, building public, tu es en train de parler de ce qu'on fait. Et effectivement, on commence le building public, ce qui est très nouveau. Mout et moi, on commence sur Twitter. Mout, t'as 34 abonnés, moi, je crois 122. Autant vous dire qu'on parle dans une pièce vide, quoi. C'est clair. Et puis, on attaque LinkedIn, on fait ça en anglais parce qu'on se dit... y a d'autres gens qui peuvent être intéressés en anglais. Alors le podcast, là, on le fait pas en anglais parce que ça sera galère. Mais ouais, c'est clair. Même s'il y a des IA qui te permettent de transcrire la voix dans toutes les langues. Mais... Ouais. Du coup, on lance le building public aussi. On crée un chat GPT exprès pour faire du SEO blog aussi, pour optimiser la suite. Tout ça se met un petit peu en route. Et puis arrive vendredi, quoi. Ouais, c'est vraiment toute la semaine, tout s'est déroulé. Chacun bossait sur sa partie. Mais à chaque fois, on se rejoignait. Et en fait, ça marchait juste. Ouais. C'est presque devenu des automatismes. Parce que vu que nous, on a l'habitude de bosser en projet, par exemple, moi et Ludo, en synchro, on communique presque même plus. En fait. Ouais. Donc, tu vois, on se met d'accord sur un protocole entre guillemets back-front. Moi, je le fais de mon côté en basant sur la maquette du Moot. Et en fait, quand on se plug, ça marche quasiment direct. Tu vois, où il y a peut-être qui se repasse, ou de temps en temps, il y a des petits sujets qu'on doit tacler, mais finalement, on peut être dans notre coin. Il y a un une échange, je pense, c'est de nécessaire. chaîne de montage, quoi. Toi, t'arrives, tu dis, ok, la voiture, elle a 4 roues, donc moi, je prépare 4 trous pour les roues. Toi, tu dis, ok, il y aura les trous pour les roues, du coup, je fais la carrosserie au-dessus. Nous, on se dit, ils vont s'asseoir au-dessus des roues, ça va marcher. Toi, tu dis que le siège, il va être stylé. Et puis à la fin, on a une voiture à peu près qui roule, quoi. Et puis, à chaque fois, il y a aussi cette cohésion, tu vois, dès qu'il y en a un qui a un problème, tu vois, un sujet, c'est pas forcément un problème, mais quelque chose à résoudre ou quelque chose qui fonctionne pas dans son scope à lui, en fait on se confronte tout de suite à 4, chacun donne son input et on trouve une solution. Ça dure 10 minutes, tac, on a la solution, on brainstorm plus, on arrête. Ouais, typiquement, sur le projet, c'était l'histoire de cycle. Genre, sur Linear, t'as des sprints de 1 ou 2 semaines.
Et du coup, la question, c'était direct, est-ce qu'on affiche qu'un sprint d'une semaine? Et on s'est direct mis tous ensemble, on a réfléchi, est-ce qu'on fait plutôt pas par mois? Ouais. Et du coup, on l'a fait par mois. Ça, c'est aussi un point à retenir, c'est qu'un con qui avance, il va plus loin qu'un intelligent qui réfléchit. Donc on peut bien discuter de ce sujet pendant 2 semaines. À la fin, juste testons A, et si A va pas, on réfléchira à B. Ouais, ça c'est important aussi, pas se prendre trop la tête non plus sur chaque détail. On fait le code propre et tout, mais on va pas optimiser pour dans 10 ans. On fait le code propre, on le fait bien, mais pour que ça marche pour la première version, pour que l'utilisateur puisse l'utiliser, mais pas pour dans 3 versions, quoi. Ça, je pense que nous, on en a conscience, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, il faut le savoir, personne ne vous attend. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre URL ou votre app sur les stores ou sur Internet, il va rien se passer. C'est clair. Vraiment rien, je vous jure. Peu importe la qualité du produit. Ouais, vraiment rien du tout. Alors, il y a toujours un minime pourcentage. Si demain, Barack Obama tombe dessus, l'adore et partage en story Insta et tout, ça va peut-être, voilà. Mais globalement, ça va tout se faire au forceps. Donc, juste ship et ensuite, tu le fais tester, tu vois, etc. Petite note aussi sur l'aspect design, parce qu'on a eu ça beaucoup chez les clients, ceux qui tombent amoureux de leur idée, de leur concept, etc. Bon, ça, l'idée, ça vaut rien pour nous, ce qui compte, c'est l'exec. Et de deux, aussi sur le design, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment amoureux du design, et toi tu l'es, mais tu as cette intelligence aussi qu'il faut avoir. On doit être pixel perfect, on doit faire quelque chose de beau, ça nous tient à cœur aussi, mais il faut se permettre des libertés. Si quelque chose va prendre 3 jours au lieu typiquement le drag and drop, c'est plus stylé qu'un sélecteur, mais oui, mais il faut oser aussi challenger certaines solutions. Mais t'as tout à fait raison, même sur des détails, tu vois, des fois je rigole avec ça, parce que moi j'adore quand c'est pixel perfect, surtout quand on fait des apps mobiles, parce que des apps mobiles, tu vois, voilà, je suis un psychopathe là-dessus, mais je fais des concessions, je me dis ok, bon, c'est pas grave, je ferme les yeux, à chaque fois que je le vois je me dis putain, mais c'est pas possible, l'icône elle manque là, il y a un padding de trop ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, il faut qu'on ship, il faut que le truc fonctionne. Et en fait il y a aussi une grosse différence entre UX et UI, et je pense que les gens ça l'oublient vraiment beaucoup. L'UI, certes, c'est une chose, t'as besoin d'avoir quelque chose de quali, t'as besoin d'avoir une patte un peu stylée, avec une couleur assez stylée, un logo stylé, pourquoi pas, mais si ton UX est complètement flingué, je peux te dire que les personnes qui découvrent un nouveau produit, qui sort de nulle part, qui résout une problématique potentielle que t'as peut-être ou t'as peut-être pas, et qui en plus de ça est mal UX, ou alors l'UX est vraiment mal faite, c'est terminé. L'UX, c'est ce qu'il y a de plus important. Et d'ailleurs, on va raconter un peu ce qui s'est passé ensuite, mais on n'a pas été au bout de l'UX. Donc on arrive vendredi midi, le tous les live. Ça fonctionnait à peu près ok. On avait dit qu'il sera live, donc on était live. Et on est parti avec ça. Sur le marché. On a mis des coming soon sur des trucs qui n'étaient pas encore prêts. Le forgot password marchait même pas. Il y avait plein de problèmes. Alors je vous le conseille pas forcément, parce que moi je me suis un peu pété les dents ensuite avec les bêta testeurs. C'est clair. Par contre, petit tips, mettez PostHog, big up à eux, c'est vraiment trop cool pour record les sessions des premiers users. Ça nous a vachement aidé à comprendre le comportement. Autre big up à Bulldozer, le collectif de grosses, grâce à leur template de landing page dispo sur le profil de Jordan notamment. Ça nous a grave aidé à optimiser une landing page la plus optimisée. Faire une landing en 2h30 à peu près. Ouais, donc grâce à Framer, donc trop cool. Petit point aussi sur ce qui a été ship, parce que en résumé, il y a eu une landing page pour promouvoir le produit, un teaser vidéo de 30 secondes. Ensuite, on a fait le produit, du coup, donc le produit web, qui était quand même pas mal. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Le back total qui a été fait, exactement. Le back, les intégrations, oui. Les intégrations, les connexions avec Linear. Et la strat de distrib. Les premiers bêta-testeurs trouvés. T'avais une semaine, toi, pour trouver tous les bêta-testeurs ? Effectivement, c'était un des challenges d'aller trouver au moins une dizaine de bêta-testeurs sur ce sujet. Et scraper la totalité de Slack pour avoir 1 milliard d'emails. Et ça, c'était un truc incroyable. Un petit teaser aussi produit. Je l'ai dit, exactement. Teaser produit de 30 secondes. On part, on a notre setup de base assez pour avancer. On se met en ligne, on va accélérer un peu la temporalité. Mais donc on est fin novembre, début décembre. Aujourd'hui, on est début février, il s'est passé 2 mois. On reviendra dans un autre épisode sur l'outil NoCode qu'on a shippé entre temps, mais en gros en 2 mois comment évoluer stylesync.io.
Pour vous donner un ordre d'idée, côté SEO, c'est à peu près 2000 impressions pour 150 clics. Donc on a un CTR, un click-to-rate qui est autour de 8%, ce qui est plutôt pas mal pour un truc qui vient de nulle part. On n'a pas bossé le backlink, on n'a pas bossé le référencement sur les directories et tout. C'est plutôt juste le blogging. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un point positif. On a notamment 2-3 articles de blog qui rankent top 10 sur des requêtes. Ouais. Donc c'est pas non plus waouh, mais c'est cool, quoi. Donc juste pour dire, pour certains qui font du SEO, c'est pas impossible d'aller ranker vite sur du long tail, donc des recherches un peu longues. Du coup, moi, pour tester, j'ai outreach à peu près 300 personnes qui étaient des utilisateurs de Linear. Je suis pas allé beaucoup plus loin dans la segmentation, enfin j'ai fait par différents ICP, mais pour donner des KPI pour ceux qui commencent le cold outreach, c'est donc à peu près 300 personnes, un opening rate autour de 70%, la moyenne du marché elle est plutôt autour de 40%, donc ça c'était plutôt cool, ça valide notre capacité de mettre en place, on va dire un petit peu déjà une machine d'outreach, un clic dans le mail autour de 10 à 13%. Ce qui est correct. Hein. Ce qui est très correct. En moyenne, on est plutôt à 3 à 5%. Ouais. Donc c'était plutôt chouette. Alors on y allait comme des bourrins. On n'avait même pas d'apport de valeur, si ce n'est on est StealthSync, on règle ce problème, t'es chaud, voilà le lien. En plus, au début, on s'était planté le lien. Il y avait un problème de sign-in, sign-up. Enfin, vraiment, on s'est mis des bâtons dans les roues. Genre, vas-y, fonce avec ton vélo. Je te mets 2 bâtons dans les roues. Donc, on déroule. Ouais. En termes de users, du coup, après 2 mois, on a à peu près une centaine de users. Donc, à peu près une centaine de boîtes qui ont sign-up. On a appris pas mal de choses. Pour la faire courte, un onboarding infernal. Beaucoup trop compliqué. Du rage quit. Énormément parce que il y avait je sais pas peut-être 20 clics à faire avant de voir la moindre valeur, donc on s'est rendu compte de ça. Un positionnement marketing mauvais, c'est-à-dire qu'on avait trop de personas, donc on s'adressait c'est un peu ce fameux mantra si vous vous adressez à tout le monde en fait vous à personne. Ouais. Donc là aujourd'hui sur ce offsite on va notamment en plus de shipper un autre tool et de faire un podcast faire la deuxième version de StealthSync, vraiment repivoter, on en reparlera dans les épisodes suivants. Qu'est-ce qu'on a d'autre à partager là-dessus sur les next steps de StealthSync post on va dire pivot marketing, qu'est-ce qu'on enclenche en termes de launchpad, parce qu'on a un launchpad qui décrit précisément nos étapes de lancement, notamment sur la partie distribution et offsite qui est énormissime. Donc ça fait un peu notre mode d'emploi pour faire des bons repas, contrairement à notre pâté de ce midi. Oui, horrible. Mais, une belle salade de thon. En gros, une V2 de StealthSync, être en partnership avec Linear, ça c'est prêt également. Ils nous attendent pour nos features. À peu près 1000 personnes segmentées qui sont des agences tech qui ont Linear, qui sont prêtes à être outreach en base de données. Lancer la monétisation, c'est une des erreurs qu'on a fait. Beaucoup de feedback, mais on a été craintif. Hein. On n'a pas mis de paywall, on a voulu gratuit pour du feedback. Résultat, on a du feedback de gens qui l'utilisent gratuitement, mais c'est pas du vrai feedback dans le sens où on valide pas la capacité à payer pour notre service. C'est difficile quand tu commences et que ton produit il est même pas en ligne de mettre un paywall tout de suite, c'est difficile. Pour moi, c'est ce qu'il faut, mais on avait besoin d'être assuré. Ouais, et puis c'était aussi un produit, on avait que 4 jours devant nous parce qu'avec le temps de voyage, etc., on avait concrètement que 4 jours de boulot. C'était très dur, non pas d'intégrer le paiement, etc., mais c'était vraiment, niveau timing, on avait quand même très peu de temps pour intégrer des features qui font que le produit soit à cette valeur pour faire passer un paywall, ouais. Donc la monétisation, on a hâte, c'est un de nos grands rêves de faire notre premier euro de MRR, donc monthly recurring revenue, donc chiffre qui n'est pas des vestes pour chiens ou du service ou du Web3 ou de l'app B2C, parce que voilà, on a différentes expériences sur différentes choses, mais jamais en SaaS, jamais en abonnement de SaaS. Donc ça, c'est notre grand rêve à venir. Donc on espère l'accomplir dans les prochains épisodes et vous partager ça avec grand plaisir. Lancer les lifetime deals, c'est-à-dire offrir aussi aux premiers users un deal à vie qui en général vaut 3-4 mois d'abonnement et long à vie. Ça sera une bonne façon aussi de récolter du feedback de users qui sont prêts à payer. Lancer l'affiliation, c'est offrir à des partenaires une rétrocommission sur les deals qu'ils nous envoient. Faire notre Product Hunt, donc c'est une plateforme de lancement pour SaaS.
Donc ça va être chouette aussi. Et puis faire encore plus de blog posts pour encore plus ranker. Et puis améliorer SteelSync encore et toujours. Parce qu'il faut savoir que maintenant, on l'utilise avec tous nos clients. Exact. On a réglé la problématique principale qu'on avait chez nous en interne, d'où l'idée est venue et a éclore. Donc le produit fonctionne nickel, on le teste en interne chez nous du matin au soir. On a les feedbacks du coup de nos propres users, de nos propres les clients. Demandes de bugs, les demandes de requests, ouais. Exactement. Ouais. Donc en plus de ça, on améliore aussi en interne et on prend les retours externes que toi tu as avec tous les bêta-testeurs, etc. Donc en fait, on a une double vérification, un double retour. Et après, bon, bien sûr, il faut trancher un moment, c'est-à-dire qu'on peut pas faire les retours de tout le monde non plus. Non. Chacun a un use case différent, chacun a une manière de l'utiliser différemment. C'est la galère, Et ça, c'est difficile. Le mec qui a une petite start-up, le mec qui est solopreneur ou le mec qui a une agence avec 300 personnes, c'est pas du tout le même type de on a eu le cas avec une bêta-testeuse qui a un grand groupe de distribution, qui ont des centaines de tickets à montrer sur le board. Autant vous dire faut qu'on revoie la copie sur la performance, etc. parce que c'était inutilisable. Mais du coup, c'est trop bien. Ouais. Feedback is a gift. On avance, on prend les feedbacks, on trie, on priorise et on y va. Du coup, voilà le menu, en tout cas, de l'après-offsite pour SteelSync. Tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de trouver d'autres gens comme Fig.io pour adopter SteelSync. Et puis, ça sera que du plaisir. Dans le prochain épisode, on va parler soit du no-code tool, on verra la ligne éditoriale, on ne sait pas trop, soit attaquer le premier épisode du offsite. Et puis, on vous fera aussi un hors-série, on tease un peu, sur comment lancer un podcast en 48 heures, puisque nous, on aime bien faire des sprints et des lancements. Trop cool. Bah écoutez, merci à tous, merci à ceux qui nous écoutent et nous suivent. On n'a aucune stat encore sur le podcast, mais je pense que d'ici 2-3 épisodes, on va pouvoir maintenant avoir la stat et en tout cas quelque chose de représentatif, et on vous partagera ça aussi avec plaisir par transparence, puisqu'on build aussi une audience avec ce podcast. Et puis peut-être un mot de la fin, Guillaume. Retrouvez du coup les petites images de SteelSync sur la vidéo. Comme ça, on se fait des stats sur YouTube. Exact. Parce que c'est vrai qu'on est présent sur Spotify maintenant, Apple Podcasts. Ah ouais, ça rigole plus. YouTube. Ouais, il n'y a plus de limite. Ouais. Un SaaS ne se fait pas en 24 heures, ne croyez pas TikTok. Allez, on clôture cet épisode. Merci à tous. Allez, ciao. Ciao. À plus.